This call is now being recorded. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, on vous entend. Oui, c'est Monsieur Gueye Badara, le responsable de Canara G Service. Je suis dans la seconde œuvre du bâtiment. J'ai été invité par la DPME via un mail et j'espère bien avoir des partenaires et aussi mieux faire des connaissances. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Gueye, bienvenue. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous allons patienter un peu le temps pour les autres de rejoindre la réunion. Merci beaucoup. Okay. Oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle, moi c'est Souaï Boudjoum. Je suis entrepreneur et consultant. Mon entreprise est dans la distribution de produits locaux et saisonniers dans le digital. Donc, j'ai mis en place une plateforme e-commerce à travers laquelle j'ai des partenariats avec les transformatrices et les producteurs afin de commercialiser leurs produits sur le marché. Merci beaucoup. Mon entreprise s'appelle La Grâce Mag. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Oui, bonjour, monsieur Traoré. Bonjour, Bonjour à DG. vous. Bonjour à tout le monde. Rami, si vous Bonjour. n'avez pas commencé ou si je dois dire quelques mots avant que Oui, monsieur Gabira, on vous repreniez les attendait travaux. que Je vous en les prie. autres rejoignent la réunion. Je pense qu'on peut démarrer maintenant. Bonjour à Merci, tous. je vous en Donc, prie. voilà. Bonjour, excusez-moi, bonjour. Oui, monsieur Bonjour. Traoré. Voilà, je me présente assez rapidement. Je m'appelle Monsieur Traoré Ladisekou. J'ai une société que j'ai créée ici. Bon, j'habitais à Paris, mais maintenant j'habite ici à Dakar, à Yoff. J'ai créé une société il y a à peu près un an qui s'appelle LST Décoration dans le métier que j'ai appris à Paris, c'est-à-dire tout ce qui est papier peint, toile de verre, décoration intérieure, rendu décoratif, peinture également, mais intérieur, je sais faire extérieur, mais plus intérieur, quoi. Voilà, la société s'appelle. Oui, Merci, Ami. Si on peut commencer, s'il vous plaît. bienvenue à tous. Madame Diaye, vous êtes là. Madame Diaye est dans le groupe. Oui, déjà, on va commencer. Donc, Bonjour à tous, je suis là. parfait. Donc, voilà, nous vous souhaitons la bienvenue à l'atelier thématique numéro 4 portant sur les critères d'un business model pertinent et innovant. Donc, je me présente, moi c'est Amina Rami, analyste financière à la direction des risques et de l'intermédiation de l'ADEPME. Donc, juste pour rappel, l'organisation de ces ateliers thématiques s'inscrit dans le cadre du projet Accès, mis en œuvre par la GIZ en étroite collaboration avec l'ADEPME. L'objectif étant non seulement d'améliorer l'éligibilité des PME aux services financiers et non financiers, mais également de sensibiliser les promoteurs sur les mécanismes de financement. Donc, à présent, je vous fais part de l'agenda de la session d'aujourd'hui qui se présentera comme suit. Premièrement, il y aura la prise de parole du DG de la DEPME, M. Idrissa Diabira, qui procédera à l'ouverture de la session. Et ensuite, nous aurons la présentation de Pylon Group qui sera effectuée par Mme Diaye Godemag, qui avait également eu à animer l'atelier numéro 2 qui portait sur le projet de financement. Donc, la présentation se fera en 1h30 et les 30 minutes restantes seront consacrées à une séance de questions. Donc, avant l'issue de l'atelier, un formulaire d'évaluation sera envoyé, comme à chaque fois, pour vos avis quant au déroulement et à l'organisation de la session. Donc, je vous remercie et vous prie de bien vouloir vous assurer que vos micros sont fermés afin de permettre le bon déroulement de la session. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à M. Diabira pour l'ouverture de l'atelier. Merci. Merci de fermer vos micros. M. Diabira. Merci beaucoup. Bonjour à tous et
tiens à tous vous saluer, vous remercier de votre participation à cet atelier. C'est vrai que le temps est extrêmement court pour tenir la formation et que chacun puisse se présenter. Donc, ça se fera certainement un peu dans le cadre des questions, mais on va essayer de rester surtout très orienté sur le pourquoi de l'atelier thématique et remercier les présentateurs du jour pour la session qu'ils vont nous consacrer, comment avoir un business plan ou un business model innovant et percutant, donc Pilon Group. Ce qui est extrêmement important, et ce que nous disons souvent à l'aide des PME, c'est que le business model, c'est un peu la feuille de route de l'entrepreneur. Le voyage, tout le monde le connaît. Se rendre de son boulot à chez soi ou de chez soi à son village ou à son pays d'origine, ça, c'est quelque chose que tout le monde fait, ou en tout cas, tout le monde sait comment le faire. L'entrepreneuriat, monter une affaire, c'est aussi un voyage. Et construire son voyage, c'est élaborer son plan, savoir si ce voyage va plus ou moins être profitable, se donner des hypothèses pour pouvoir savoir si il va être profitable, si on va pouvoir gagner des ressources au travers de ce voyage et savoir les étapes qui vont nous permettre de nous rendre d'ici, pour moi, à Bakel, en passant par Tambacounda ou par Ourossogui ou par ailleurs. Cette feuille de route, c'est fondamentalement ce qui est nécessaire de construire pour les entrepreneurs, pour chacun d'entre vous. Oui, on mène une activité quotidienne. Oui, on a une expérience dans la transformation d'un produit, dans la vente d'un service, etc. Mais est-ce que l'on a ou pas défini le parcours qui était le parcours pour pouvoir se rendre à Bakel, à Ziguinchor ou ailleurs? Est-ce qu'on a essayé d'imaginer les étapes que l'on allait traverser? Est-ce qu'on a essayé de les anticiper pour s'assurer que l'on va arriver à bon port? Il y a un proverbe qui dit que il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Si le vent souffle et que vous ne savez pas par où vous voulez aller, vous ne pourrez pas en profiter, que ce soit sur la mer ou bien sur terre. Donc la session d'aujourd'hui, elle vise essentiellement à vous donner les éléments qui vous permettent de vous appuyer sur le vent qui est en train de souffler. Aujourd'hui, le vent en train de souffler, c'est par exemple la question sur la fierté de la vie, la question sur les céréales locales. Comment est-ce que des acteurs sont éventuellement susceptibles de se positionner par rapport à ces volets-là, au travers de ce que vous faites, au travers de ce que vous transformez, au travers de ce qui peut être mis à disposition éventuellement de différentes catégories d'acteurs. Tout ça, ça constitue effectivement l'enjeu pour un entrepreneur. C'est pas d'abord du papier, c'est le plan, parce que ce soit dans la vie, que ce soit dans la famille, que ce soit pour une entreprise, il faut et avant tout être en capacité de se donner le plan, même s'il peut changer, parce que c'est au travers celui-ci que vous pourrez aller loin et atteindre des objectifs, même si vous les réévaluez, pour pouvoir y parvenir. Donc, la session de ce jour du cabinet Pilon Group vise à vous partager ces éléments-là. N'hésitez pas, ça n'épuise pas le sujet, parce qu'il y a beaucoup de questions derrière, mais s'il doit y avoir quelque chose à retenir, c'est que est-ce que dans l'activité que j'ai, est-ce que j'ai un plan? Est-ce que ce plan, il est défini? Est-ce que je sais comment je gagne véritablement de l'argent? Et comment est-ce que je construis mon parcours pour grandir? Et ça, c'est notre slogan pour être demain un futur champion. Sans plan, c'est difficile de pouvoir arriver à bon point. Donc, encore une fois, merci à vous toutes et à vous tous.
pour la participation à cet atelier. Merci à notre partenaire, la coopération technique allemande, à Pilon Group et à tous ceux et celles qui participent à cet atelier d'aujourd'hui. À vous, amis. Merci beaucoup, DG, pour ces mots. Donc, pour rappel, la thématique d'aujourd'hui a été choisie sur la base de la demande collective de nos entreprises ayant participé à l'atelier thématique numéro 2 qui portait sur le projet de financement, car s'étant rendu compte de l'importance d'un bon business model pour une meilleure structuration d'un projet de financement. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Gaye pour démarrer la présentation du jour qui portera sur les critères d'un business model pertinent et innovant. À vous, Madame Jay. Madame Jay, vous êtes là? Elle a certainement un souci technique. Je vais essayer de la joindre. Je suis là, je suis là. Ah, super alors. Bonjour à tous. Merci Aminata, merci DG pour l'introduction. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une deuxième session. Une session qui portera sur un sujet qui est très, très important dans le cadre justement de vos projets de financement. Un aspect que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui ont tendance à oublier quand ils mettent en place leur business plan, c'est le business model. Donc, je vais essayer un peu de vous expliquer ce que c'est. Beaucoup ne savent pas ce que c'est. Je vais vous expliquer ce que c'est que le business model. Et dépendant de vos projets, quels sont les types de business model que vous pourriez utiliser, justement. Et donc, comment faire pour avoir un business model surtout innovant? Aujourd'hui, on sait qu'on est dans des marchés qui sont très, très, très concurrentiels. Et justement, il faut savoir se différencier de ces concurrents-là. Alors, j'étais en train de voir comment bien partager justement le document. Donnez-moi juste 2 petites secondes. Voilà. Est-ce que vous voyez tous? Aminata, est-ce que c'est bon? Oui, Madame Gaye, c'est bon pour moi. Parfait. Merci beaucoup. Donc, les critères d'un business model pertinent et innovant, comme je le dis très souvent, dès qu'on parle de projet, c'est qu'il y a forcément une idée derrière. Et cette idée-là, comment la qualifier comme étant une bonne idée? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne idée de projet? Une bonne idée de projet, c'est une idée originale. Je vais revenir là-dessus, sur ce que c'est justement l'originalité d'une idée de projet. Elle doit faire l'objet d'une réflexion très, très, très minutieuse. Beaucoup de gens ne prennent pas le temps justement de vérifier la viabilité ou j'ai envie de dire la faisabilité de leur idée. Elle doit être adossée sur un modèle économique viable. Donc, dès que vous entendez modèle économique en français, c'est la même chose que business model. Quand on parle de business model, de quoi parle-t-on? Il faut savoir une chose. Excusez-moi, on ne voit pas votre écran en fait. Il y a une personne qui est en train de présenter, on ne voit pas votre écran, s'il vous plaît. Aminata, vous voyez ou pas? Oui, en fait, il y a un souci parce qu'il y a M. Baldé qui est également en train de présenter. Donc, il faut juste essayer d'épingler l'écran de Mme Gaye. Je vais essayer de voir comment arrêter la présentation de M. Baldé. J'éteins mon écran? Non, c'est Non, plutôt on M. dit que c'est bon, c'est à M. d'arrêter. Baldé d'arrêter. Vous pouvez OK. continuer, Mme Gaye. Bah, je vais patienter le temps qu'il arrête. On vous demande de fermer vos caméras, s'il vous plaît.
Monsieur Loum et Monsieur Diop, est-ce que vous pouvez fermer vos caméras, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bon pour vous, pour l'écran de Madame Gaye? Il faudrait qu'il Non. représente en fait. Oui, c'est bon. Pour l'instant, c'est bon. C'est bon? Parfait. Oui, c'est bon. Donc, j'étais en train de dire, il y a C'est une pas nette bon. distinction entre le business model et le business plan. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'arrêtent juste au business plan. Mais avant le business plan, il faut voir d'abord le business model. Il faut étudier le business model. Comme l'a dit DG tout à l'heure, le business model, c'est le schéma par lequel aujourd'hui, vous allez réussir à démontrer d'abord à vous-même et ensuite à vos éventuels investisseurs comment vous allez faire pour justement avoir des revenus, un chiffre d'affaires régulier. Oui, il y a un souci encore? Oui, je En vois fait, pas l'écran. faut repartager l'écran, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Allez. Oui, je vois plus l'écran aussi. Oui, je vais repartager là. En fait, c'est juste pour rappeler à ceux qui sont en câble. En fait, pourquoi on demande d'enlever les câbles, c'est pour juste permettre qu'il y ait beaucoup plus de flux, quoi. Vu qu'on est beaucoup Oui. à se connecter, si tout le monde met sa câble, le flux diminue. Donc, si Oui. vous pouvez mettre, en fait, enlever vos écrans, s'il vous plaît. Oui. C'est ça. Donc, à toutes les personnes qui ne sont pas en train de présenter, je vous prie de bien vouloir fermer vos caméras. Est-ce que vous voyez tous? Oui. Oui, moi, je vois C'est bon. l'écran maintenant. C'est bon, madame. Parfait, Merci. parfait. Donc, qu'est-ce que c'est que le business model? DG l'a dit tantôt, le business model vient répondre à une seule question et c'est la question principale justement quand vous allez voir un investisseur, quelqu'un qui est censé justement prendre de son argent pour investir dans votre business, c'est de quelle manière votre entreprise va-t-elle générer des revenus? Comment vous allez faire pour garantir que vous aurez tout le temps du chiffre d'affaires? Quel est le schéma que vous allez emprunter pour assurer la pérennité de votre activité? C'est à cette question que vient répondre justement le business model. Donc, le business model est un schéma donc, par lequel vous assurez, vous garantissez la pérennité de vos revenus. C'est-à-dire chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, vous avez en tout cas des activités qui ont été élaborées de telle sorte que chaque jour ou chaque semaine ou chaque mois ou chaque année, vous êtes censé avoir des revenus. Et c'est sur la base de ces revenus, justement, que vous allez rémunérer vos investisseurs, que vous allez assurer la croissance de votre entreprise, que vous allez assurer votre exploitation. Donc, si vous ne savez pas répondre à cette première question lorsque vous allez chercher de l'argent chez un investisseur, chez un banquier, tous les autres acteurs qui sont dans l'écosystème actuellement, ce n'est pas dit que vous aurez ce que vous souhaitez en tout cas. Je vais revenir tout à l'heure sur la distinction entre un business model et un business plan. Donc, la réflexion du business model va s'articuler autour de plusieurs questions. Quelles sont les caractéristiques du marché visé par votre entreprise? Pour ceux qui étaient là lors du dernier atelier, j'avais parlé de l'importance de faire une très bonne analyse du marché, de connaître ses concurrents, de se connaître soi-même afin de pouvoir se différencier justement. Quelle est la valeur ajoutée apportée par l'entreprise? Je l'avais dit aussi. Si M. X fait un produit, moi, je veux faire un même produit comme M. X, il va falloir que je trouve la valeur ajoutée. Pourquoi le client va venir vers moi et non pas vers M. Moi, X? je n'ai pas de son, j'entends rien. Est-ce que le débat a démarré ou pas? Je vais continuer. Donc, quelle est ma valeur ajoutée par rapport au concurrent qui fait quasi le même service ou le même produit que moi? Comment je vais faire pour obtenir justement cette valeur ajoutée et combien elle va me coûter? Est-ce que du fait que j'ai une valeur ajoutée, justement, je vais pouvoir me positionner en termes de prix beaucoup plus cher par rapport aux concurrents ou au contraire, si je veux avoir une meilleure pénétration du marché, est-ce que je devrais m'aligner sur le même prix que mes concurrents, mais justement mettre en avant cette valeur ajoutée-là? Qui sont les clients? Très, 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 très important. Quelle est ma cible? Je dois pouvoir segmenter ma cible. À qui s'adressent exactement mes services?
qui a exactement besoin de mes produits actuellement sur le marché? Il faut savoir le définir. Si vous ne définissez pas, si vous ne savez pas répondre à ces questions-là, il vous sera très difficile de mettre en place votre business model. Donc, la réflexion, encore une fois, elle est très importante lorsque vous avez votre idée de projet ou que vous avez déjà démarré votre activité. Pour les entrepreneurs qui sont déjà dedans, vous savez que l'entrepreneuriat est très dynamique en termes de réflexion. On peut commencer par quelque chose, mais suivant justement le marché, suivant les besoins des clients, on est toujours amené à voir comment améliorer aujourd'hui l'expérience client, comment améliorer nos produits, comment améliorer nos services, etc., etc. Le business model permet de valider l'intérêt de l'idée de projet, je l'ai dit tantôt. Et dès l'instant que c'est validé, ça signifie que justement, vous avez une idée originale, différente de ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché. Le business model, je l'ai dit, est différent du business plan, mais reste l'élément clé du business plan. Si vous avez un mauvais business model, vous aurez un mauvais business plan. Si vous avez un très bon business model, vous aurez un très bon business plan. Le business plan ne viendra que compléter le business model. Alors, l'utilité du business model. Il faut dire qu'entre les années 90, début des années 2000 et maintenant, il y a eu énormément de changements dans la manière justement d'investir sur les marchés financiers. Avant, l'approche classique, on avait une idée, on émettait un business plan et on allait chercher l'argent. Aujourd'hui, c'est différent. On a une idée, il faut d'abord la valider, montrer sa valeur ajoutée, faire le business plan, donc faire le business model, ensuite le business plan, avant d'aller chercher l'argent. L'utilité du business model, il permet d'avoir une vision générale et concise sur la valeur ajoutée du projet proposé. Je fais toujours un focus sur cette valeur ajoutée-là. Qu'est-ce qui vous différencie des autres sur le marché? Et quand je parle de différenciation, c'est dans tous les secteurs, c'est-à-dire même dans le milieu agricole, parce que là, je vois sur justement les participants à cet atelier-là, il y a beaucoup qui sont dans le monde agricole, qui sont sur la chaîne de valeur agricole. Qu'importe ce que vous faites, les produits aujourd'hui que vous cultivez ou que vous mettez sur le marché, les types de produits que vous transformez, il faut toujours réfléchir sur votre apport par rapport à vos concurrents. Qu'est-ce qui fait, toujours cette même question, qu'est-ce qui fait qu'un client va venir vers vous et non pas vers les autres? Il faut toujours qu'il y ait le petit plus qui fait qu'un client va venir vers vous et non pas vers vos concurrents. Et c'est toujours ce petit plus-là que les investisseurs, ils cherchent quand ils regardent vos projets de financement. Qu'est-ce qui fait quelle est la valeur ajoutée de ce projet-là sur le marché? Et la valeur ajoutée, en général, elle est très facile. Si vous décidez de vous mettre sur un marché, vous décidez de vous mettre sur un secteur, il faut que dans votre idée de projet, que l'idée vienne répondre à un besoin précis sur le marché. C'est aussi simple que ça. Maintenant, tout va se jouer sur votre manière d'observer votre environnement. C'est en observant l'environnement, en observant la manière, je vais dire, de consommer aujourd'hui des Sénégalais, que vous pourriez voir, OK, ou même à travers soi, notre manière de consommer, on peut voir qu'est-ce qui manque aujourd'hui sur le marché et se dire, pourquoi pas se mettre sur ce secteur-là, pourquoi pas faire cette activité-là. Et en le faisant, on essaie de faire un focus sur ce qui manque de manière à compléter ce vide qui existe sur le marché. Là, on parle d'innovation, on parle de valeur ajoutée, on parle d'idées originales. Je vais revenir sur des exemples tout à l'heure. Le business model est un outil de communication à part entière, c'est vrai. Ce qu'on fait, certains cabinets qui sont dans le même domaine que nous, en général, avant même de faire le business plan, on prend tout le temps pour étudier justement le business model. Et quand on va présenter, quand on va pitcher ces projets-là, j'ai envie de dire 50% du pitch, 50% de la vente, si je peux dire ça, du projet,
portera sur le business model. Et vous verrez, pour ceux qui sont déjà passés par là, que la plupart des questions, justement, des banquiers, des investisseurs, porteront justement sur le business model. C'est pour ça qu'on dit c'est un outil de communication à part entière et elle facilite la compréhension des projets entrepreneuriaux. Si on comprend votre business model, on comprend votre vision, on sait où est-ce que vous pouvez aller, où est-ce que vous voulez aller, pardon. Et donc, l'investisseur est plus à même de dire oui ou non, je vous finance ou je ne vous finance pas. Ça va jusque-là? Alors, la distinction entre le business model et le business plan. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, le business model répond à la question quel schéma vous allez utiliser pour garantir la pérennité de votre revenu, de vos revenus, pardon. Donc, quel système pour avoir des revenus de manière pérenne et assurer la rentabilité des projets? Le business model vient répondre à ça. Donc, le business model s'assoit sur la qualité de votre projet. C'est le business model qui va venir dire est-ce que votre projet est bon et de très bonne qualité ou ne l'est pas. Et le business plan, après le business model, vient prendre le relais parce qu'une fois que le business model a été bien élaboré, bien cerné, on sait comment on va faire pour avoir des revenus. Maintenant, il s'agira juste de s'asseoir et de rédiger le projet. On va donner l'idée, comment on va faire, la stratégie qu'on va utiliser, les statuts juridiques qu'on va choisir, l'équipe avec laquelle on va faire le projet et faire nos projections financières. Donc, le business plan va venir compléter le business model. Le business plan, donc, sert la partie quantitative de votre projet, alors que le business plan, pardon, c'est la partie quantitative de votre projet, alors que le business model, c'est la partie qualitative de votre projet. Donc, si je devais le représenter schématiquement, on a d'abord le business model, c'est ce qui vient en premier. Après, on a tout ce qui est ressources et stratégie, les prévisions financières. Et donc, c'est tout ça qui donne ce qu'on appelle le business plan. Donc, d'abord, le business model, c'est le cœur de votre projet. Ensuite, vous partez sur le business plan. Encore une fois, le business plan, c'est juste l'élaboration complète, j'ai envie de dire la rédaction même complète du projet. Mais si le projet est qualitatif ou pas, c'est le business model qui va le définir. Si le business model n'est pas solide, le business plan ne le sera pas. Donc, dans votre réflexion, comme je vous l'ai dit, quand vous ferez votre analyse de marché, il faut toujours garantir un business model solide. Si le business model est solide, encore une fois, le business plan le sera. S'il ne l'est pas, le business plan ne le sera pas. Donc, s'il vous plaît, que vous soyez porteur de projet, prenez le temps de faire votre business model, de réfléchir sur votre business model. Si vous avez déjà une entreprise, que vous êtes déjà sur un projet, le business model est dynamique. Voire même, je vais vous le montrer tout à l'heure, on peut allier 2, 3, 4 modèles de business, 4 modèles économiques dans un même projet. Mais c'est appelé à être dynamique, c'est-à-dire que vous pouvez les faire évoluer. J'espère que c'est bon jusque-là. On va passer aux critères de pertinence parce que justement, en fonction de tout ce que je viens de vous dire, et si vous êtes déjà, encore une fois, sur des projets où vous avez une idée en tête, prenez des notes, même si je sais que j'enverrai après la présentation à Aminata qui se chargera de vous les envoyer dans vos boîtes mail. Mais pour plus, comment dire, se baser sur mes explications, vous avez un stylo, prenez, notez. Je vais vous donner, vous allez comparer par rapport à vos idées, par rapport à ce que vous avez actuellement, ce sur quoi vous travaillez actuellement, pour pouvoir justement faire le comparatif et pouvoir voir si aujourd'hui, votre business model est pertinent ou pas. Quand on parle de business model pertinent, on parle de proposition de valeur.
on parle de différenciation, on parle d'un service, d'un produit qui vient répondre aux attentes du marché. Si vous voulez mettre en place un produit que les gens connaissent déjà, utilisent déjà, vous allez vous noyer dans la masse. Si vous voulez mettre en place un produit, un service qui n'a pas d'attente ou en tout cas, comment je peux dire ça, anticipe trop les besoins du marché, vous risquez de vous retrouver dans une phase très complexe de votre projet. Donc, il faut d'abord que le service, le produit répondent vraiment de chez vraiment aux attentes du marché. Il faut que ce soit techniquement réalisable. Techniquement réalisable. Il faut que ça se différencie nettement des concurrents et il faut que ce soit économiquement viable. C'est-à-dire, quand on parle d'économiquement viable, ce n'est pas une activité que vous allez démarrer pour fermer au bout de 2, 3, 4 mois. Non. En général, quand on répond à une attente sur le marché, c'est que naturellement, d'office, on est censé avoir une activité économiquement viable. Donc, regardez bien ce que vous avez aujourd'hui comme idée, regardez ce que vous faites actuellement comme activité et voyez si ça répond à ces différents critères. Est-ce que ça répond aux attentes du marché? Est-ce que c'est techniquement réalisable, c'est-à-dire que ça ne demande pas des efforts surhumains pour pouvoir mettre en place ce service ou mettre en place ce produit? Ça se différencie sur certains critères de vos concurrents et votre activité, d'ici 10 ans, elle pourra toujours exister. C'est ça les critères de pertinence d'un business model. Est-ce que ça va jusque-là? J'aimerais juste avoir un petit oui ou si vous voulez que je revienne sur quelque chose. Oui, ça va. Moi, pour moi, ça va. Je suis bien, ça me convient. Pour moi, c'est bon. Parfaitement. Parfait. Merci. Moi aussi, ça va, c'est bon. Merci. Merci. Pour moi, ça va. Parfait, parfait. Merci. C'est bon. Merci pour ces retours. Donc, quand on va voir les investisseurs ou quand les porteurs de projets se rapprochent de cabinets comme nous, il y a un élément essentiel qu'on leur explique. C'est-à-dire que dès qu'on parle de business model, et on sait qu'on a bien étudié notre business model et sait que notre business model est pertinent, ça va couler de source pour présenter ce business model-là. Et on dit toujours que dès l'instant qu'on est apte à présenter notre business model en une seule phrase, c'est qu'on est bon. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez en bleu, donc on vous dit, si vous ne parvenez pas à expliquer votre business model en une seule phrase, c'est qu'il n'est pas prêt. Si tout est bon, si vous avez bien étudié, vous devez pouvoir présenter ce business model-là en une seule phrase. Et la phrase, elle est très simple. Notre business est de vendre que ce soit des services ou des produits, et vous allez les énumérer, à des clients qui recherchent, et vous dites le besoin justement de ces clients-là, via le canal. Donc, quel canal de distribution vous allez utiliser? Et nous gagnons de l'argent grâce à. Vous voyez que c'est simple. Notre business est de vendre des services ou des produits à des clients qui recherchent. Là, vous énumérez les besoins de vos clients via le canal. Quel sera votre canal de distribution ou vos canaux de distribution? Aujourd'hui, il y en a des tas et des tonnes entre le digital et, j'ai envie de dire, toutes les stratégies marketing qu'on peut trouver. Des canaux, il y en a beaucoup. Et nous gagnons de l'argent grâce à. Et donc là, vous allez dire quel est le schéma que vous avez pu déterminer grâce auquel vous allez pouvoir avoir de l'argent. Donc, quand le business model est clair, présenter le business model en une seule phrase devient très, très facile. Et c'est toujours la phrase que les investisseurs cherchent. Quand vous venez présenter un projet, les banquiers, les investisseurs, ils n'ont pas 1 heure, 2 heures, 3 heures à s'asseoir à vous écouter. Ils n'ont pas ce temps-là. Parce que vous n'êtes pas le seul porteur de projet. Ils ont 10 000 dossiers sur la table qu'ils doivent traiter, des dossiers de crédit. Et pour ces 10 000 dossiers aussi, ils doivent recevoir leurs porteurs de projet. Donc, autant dire qu'il faut mettre le paquet dès le début sur la valeur ajoutée de votre proposition. C'est pourquoi
Il faut savoir dès le début scotcher vos investisseurs, scotcher vos banquiers en une seule phrase et via cette phrase, réussir à susciter leur intérêt pour votre business. Je l'ai dit tout à l'heure, le business model est évolutif. Une même entreprise peut avoir un modèle économique principal, c'est-à-dire un business model principal et plusieurs business models secondaires. Je m'en vais vous expliquer tout ça plus en profondeur, plus en détail. Quelques exemples de business model et là, vous allez mieux comprendre de quoi je parle depuis tout à l'heure. On a des modèles classiques et des modèles innovants et je viendrai justement sur les critères de modèles innovants. Je vous ai donné les critères du modèle pertinent. Là, on va déjà commencer à vous écouter, mais dès l'instant que vous partez sur les critères innovants, là, vous suscitez vraiment l'intérêt de vos interlocuteurs. Sur les modèles classiques de business model, là aussi, si vous avez des stylos, un stylo, une feuille, commencez à noter. Le premier modèle, la production de produits ou de services. C'est le B.A.B.A. C'est l'agriculteur. C'est l'agriculteur donc qui va, comment dire, semer, qui va récolter et qui va vendre. C'est l'usine qui va créer des produits de transformation qui va vendre. C'est le cabinet qui va vendre des services. Une agence de voyage, pareil, qui va vendre des services, etc. C'est le modèle B.A.B.A., c'est le modèle classique le plus reconnu. C'est la production de produits ou de services. C'est le modèle le plus simple. L'entreprise vend un produit ou un service qu'elle produit elle-même. Le modèle le plus connu au monde aujourd'hui, Coca-Cola. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a, j'ai envie de dire même des millions. Après la production, on parle de la distribution. Elle est très connue aussi. Quand on parle de distribution, soit on est intermédiaire ou bien on va acheter des produits. C'est par exemple la personne qui va aller voir les paysans, le paysan qui a produit, qui va acheter les produits du paysan pour après les revendre. Ce modèle vise simplement à acheter des produits, à les revendre à un prix supérieur. L'entreprise déduit ses frais divers du montant qu'elle perçoit. En général, c'est un modèle qui est souvent croisé avec un autre. C'est vrai et je vais vous expliquer tout à l'heure. Les modèles de distribution, les business models de distribution les plus connus, vous les avez. Donc, on a les supermarchés, Casino, Auchan, Carrefour. Qu'est-ce qu'on a d'autre au Sénégal? Sénéchamp, je pense, etc., etc. Ce sont donc des business models de distribution. On est intermédiaire. Quand on dit que c'est un modèle qui est souvent croisé avec un autre, c'est-à-dire qu'on ne se base pas seulement sur le premier business model. Je prends le cas de Auchan. Auchan va aller prendre des marques, je donne un exemple, des marques de céréales, voilà, Cornflakes, un truc basique. Il va vendre la vraie marque Cornflakes, il va vendre cette marque-là, par exemple, la boîte à 5 000 francs. Et à côté, Auchan va créer sa propre marque de céréales qu'il va nommer autrement. Et au lieu de le vendre à 5 000 francs, le paquet, ils vont le vendre, par exemple, à 2 000 francs le paquet, sachant que c'est quasi le même produit. Donc là, Auchan fait de la distribution, mais en allant produire elle-même, j'ai envie de dire, ses produits, elle fait aussi de la production. Donc, elle combine deux business models. Est-ce que vous comprenez? Oui, moi, je comprends très bien. Ouais. Parfait. Oui. Moi, je veux qu'on revienne sur ce modèle de Auchan, s'il vous plaît. Je disais, en général, dans la distribution, que quelque part, on est intermédiaire. On va prendre une marchandise, quelque part, des produits, quelque part, voire même des services. C'est l'exemple du courtage, par exemple. Et on revend à un prix supérieur. Je vais acheter des carottes chez l'agriculteur qui est à côté, à, par exemple, 200 francs le kilo, et je vais aller revendre ce même kilo après à 400 francs. C'est ça la distribution.
Auchan, Casino, tout ça, c'est ce qu'ils font. Mais on dit aussi que c'est un modèle qui, le plus souvent, ne part pas tout seul. Il est toujours combiné à d'autres modèles. Et j'ai donné l'exemple de Auchan. Carrefour fait la même chose. Et Casino aussi fait la même chose. Ils vont prendre des produits d'autres marques. J'ai donné le cas des céréales avec les cornflakes. Cornflakes, c'est une marque à part entière. Auchan va venir prendre donc les cornflakes, va vendre le paquet de cornflakes à 5 000. Il fait de la distribution de la marque cornflakes. Mais à côté, Auchan va produire elle-même ses propres céréales. Et donc, Auchan fait de la distribution, mais elle fait de la production aussi. Elle a combiné deux modèles, deux business models. Quand on combine deux business models, ça signifie qu'on se donne 2 fois plus de chances de se faire de l'argent. On a un modèle, c'est de la revente. Avec ça, on se fait déjà de l'argent. Mais on se dit, on va aussi produire de notre côté pour avoir plus d'argent. Parce que quand vous allez vendre la marque Cornflakes à 5 000 francs le paquet, Auchan va créer sa propre marque et va vendre le paquet à 2 000 francs. Et donc, du coup, connaissant le pouvoir d'achat des cibles, la cible aura plus tendance à aller prendre le paquet de 2 000 francs plutôt que le paquet de 5 000 francs. Et donc, Auchan gagne beaucoup plus sur ses paquets à elle plutôt que sur les paquets de cornflakes. Parce que cornflakes, elle a juste une petite marge dessus, alors que quand c'est ses propres paquets, là, la marque gagne beaucoup. Allô? C'est bon, c'est ça. C'est très clair. Merci. Les modèles innovants. Allô, Madame Goné? Oui. Oui, je vous entends très mal. Je vous entends très mal. Je continue en attendant. Les modèles innovants. Le premier modèle, et sur le marché aujourd'hui, c'est le modèle le plus abouti, c'est le modèle le plus parfait, c'est l'abonnement. Qu'est-ce que c'est que l'abonnement? Le fournisseur, vous avez… Vous revenir un peu sur le modèle classique. On en reparlera plus tard parce que sinon on va perdre un peu de temps. J'ai donné deux modèles classiques, la production et la distribution. Oui, mais je voulais qu'à lieu et place, vous avez dit produit, la production de produits ou de services. Je voulais clarifier que le service également est un produit. Hein? Donc l'idéal voudrait que vous disiez production de biens et de services. C'est juste ce que je voulais apporter comme contribution. Merci. Il n'y a pas de souci, monsieur. C'est comme vous le voulez. Donc, je parlais de l'abonnement. Le fournisseur donne accès à des services, donc logiciels, documents, contre la souscription d'un abonnement payant. Pourquoi on dit que l'abonnement aujourd'hui est le business model le plus abouti? Dès qu'on parle d'abonnement, c'est-à-dire qu'on a un client qui signe, par exemple, sur 3, 4, 5, 6, 8 mois, voire même 1 an, sachant que le minimum, c'est 1 an, c'est 12 mois. Ça signifie que sur 12 mois, vous garantissez votre chiffre d'affaires. Quelqu'un qui signe avec vous, ça signifie que chaque mois, cette personne est censée vous verser de l'argent. Donc, quand ils sont 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à N clients, là, on dit que c'est le modèle le plus abouti, le plus parfait en termes de business model. Parce qu'avec une signature, vous garantissez votre chiffre d'affaires sur une période bien déterminée. On les connaît tous. Orange, Promobile, Expresso, Free. Il y en a d'autres dans d'autres secteurs qui aussi prônent le business model de l'abonnement. On dit qu'aujourd'hui, sur le marché, c'est le BM, c'est le business model le plus abouti. Voilà. Alors, bonjour. Après, excusez-moi, je préfère finir, s'il vous plaît. Après, on a le low cost. Alors, ça commence à venir un peu en Afrique, mais c'est vrai que c'est une tendance des business models qui sont nés en Occident, parce qu'à un moment donné,
le marché était là et donc il fallait trouver un moyen de contourner un peu, j'ai envie de dire, les mastodontes qui étaient sur les marchés occidentaux. Le low cost, c'est la société qui vient un peu casser le marché, proposer des prix qui sont vraiment inférieurs à ce que font les acteurs sur le marché. En Occident, ça a été plus avec, j'ai envie de dire, le secteur aérien, notamment en France, en Angleterre, etc., où on avait l'hégémonie de Air France, Alitalia, Iberia, etc. On a vu débarquer des sociétés comme EasyJet, Ryanair. Donc, quand vous deviez faire un voyage pour un billet avec Air France qui vous coûtait, par exemple, quelque chose, je vais le dire en CFA, 800 000 CFA, EasyJet ou Ryanair pouvaient venir vous proposer le même voyage à 200 300 000. Donc, ils sont venus casser totalement les marchés. Bien sûr, les services, du coup, ne sont pas les mêmes, mais à un moment donné, les clients avaient juste besoin du déplacement et non pas des services annexes, justement, que des sociétés comme Air France, Air France, Alitalia, etc., pouvaient proposer. C'est à partir de là, justement, qu'on a vu le déclin de beaucoup de compagnies comme Alitalia, Iberia, etc. On a le freemium. Beaucoup ne connaissent pas. Donc, vous avez le free, qui signifie donc gratuit. Et après le mium. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? On vous dit qu'une partie des produits et services est gratuite, tandis que les clients ayant choisi un service premium plus haut de gamme sont facturés. Des modèles, le plus connu aujourd'hui pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, LinkedIn. LinkedIn va vous dire, voilà, je suis une plateforme de réseautage où tous les professionnels vont se retrouver, vont nouer des contacts. Donc, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Donc, on a été des milliers à nous être inscrits sur cette plateforme-là. Et à un moment donné, pour que les mises en relation soient effectives et pour pouvoir disposer de certaines données, entre guillemets, confidentielles, LinkedIn nous dit, OK, si vous voulez accéder à ces données-là ou si vous voulez accéder à tel type de personnes, dans ces cas-là, il faut payer. Et donc, ils ont mis en place leur service premium. Avec LinkedIn Premium, vous pouvez, si vous êtes des recruteurs, vous pouvez aller recruter directement sur LinkedIn. Si vous cherchez du travail, LinkedIn vous donne accès à certaines personnes. Si vous voulez faire de la publicité aussi, etc., etc. Il faut payer à ce moment-là l'abonnement premium de LinkedIn. Et donc, c'est ce business model-là qu'on appelle le freemium. On a ce qu'on appelle les bricks and leaks. C'est quoi les bricks and leaks? C'est avec l'avènement du e-commerce, sauf que ce n'est pas vraiment du e-commerce. C'est-à-dire que les entreprises qui vendent des produits vont créer une site vitrine sur Internet. Et une fois que vous êtes intéressé par un produit sur Internet, on vous dit pour avoir le produit, par contre, il faut venir en magasin. C'est le cas, notamment ici au Sénégal, de Master Office Déco. Donc, il s'agit de combiner la vente en ligne et la distribution classique en magasin. C'est ce qu'on appelle les bricks and clicks. On a la location que tout le monde connaît. Les clients payent en montant fixe pour disposer d'un bien durant une période déterminée. Alors, la location, quand on en parle, beaucoup de gens, évidemment, pensent juste à la location de biens immobiliers. Mais il y a aussi, et ça, là où il y a eu une révolution, c'était avec Xerox. Aujourd'hui, pour les entreprises qui connaissent, la location d'imprimantes, d'imprimeurs. Vous connaissez les grosses imprimantes aujourd'hui qui coûtent assez cher. Xerox a décidé justement de casser ou en tout cas d'innover sur ce marché-là en prenant ces grosses imprimantes à elles et en les louant aux entreprises. Au lieu que l'entreprise fasse un achat qui va lui coûter très, très, très cher sur une période, Xerox lui dit non, pas besoin d'acheter la machine.
on vous met la machine à disposition. Tout ce que vous devez payer, c'est comme, comment dire, les trucs qu'on voit à l'UCAD. Vous payez à la feuille. Une feuille en noir et blanc va vous coûter 10 francs. Une feuille en couleur va vous coûter 25 francs. Et ils mettent une machine sur ces imprimantes-là. Et c'est cette machine, justement, qui va compter après le nombre de feuilles sorties en couleur, en noir et blanc. Et donc, avec ce dispositif-là, la société, il devient plus facile à la société de gérer, par exemple, tout ce qui est frais de fonctionnement, frais de fourniture de bureau, etc., etc. On sait au franc près combien de feuilles on a besoin, on a besoin, pardon, on ne doit pas faire, pardon, d'excès en ce qui concerne les impressions. La société n'aura pas à payer les cartouches, plus besoin d'acheter les cartouches. C'est Xerox qui va venir faire les cartouches, qui va venir donner les cartouches. Et à chaque fois que la machine tombe en panne, Xerox vient réparer. Donc, c'était tout bénéfice pour le client. Tout bénéfice pour le client. Le client ne paye que le nombre de feuilles sorties en noir et blanc et en couleur. Donc, voilà, la petite révolution sur ce marché-là. Après, on a la gratuité. C'est aussi, oui, c'est aussi un business model. On offre des services gratuits. Des clients intéressés devient plus facile. Dans ce modèle économique, le financement ne provient pas des utilisateurs, mais de la monétisation des données et de la publicité. On connaît tous, pareil, Google et Facebook. Si on veut utiliser Google, je pense qu'on est des milliards à le faire chaque jour que Dieu fait. Mais par contre, si on veut utiliser les données statistiques de Google pour pouvoir nous positionner, là, on paye. Facebook, c'est pareil. Si on veut faire de la publicité, on paye. C'est ce qu'on appelle le business model de la gratuité. Voilà. Alors, il faut savoir que des business models, il y en a des tas. J'ai envie de dire peut-être pas des tonnes, mais en tout cas, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. J'ai essayé de prendre via les 9 que je viens de vous montrer, les plus répandus, les plus connus aujourd'hui et, comme on dit, à peu près les plus aboutis sur le marché. Mais je vous demanderai, par pure curiosité, d'aller voir justement, il suffit juste de taper sur Google type de business model et vous verrez le nombre de business models qui existent et vous pourriez peut-être faire le comparatif par rapport à votre activité. Voir qu'est-ce qui correspond le mieux à ce que vous faites aujourd'hui. Donc, je vous ai montré les modèles classiques et les derniers modèles qui sont sortis dans les dernières décades, là, en termes de modèles innovants. Donc, l'abonnement, comme je vous ai expliqué, c'est le modèle le plus abouti parce que ça permet de garantir le chiffre d'affaires. Le low cost, le freemium, low cost, vous arrivez sur le marché, vous cassez carrément les prix et vous vous positionnez comme le tarif le plus bas. Le freemium, vous offrez des services, j'ai envie de dire, gratuits au début, mais pour avoir accès à un certain niveau de service, là, vous demandez à être payé. Les bricks and clicks, vous créez une site vitrine pour montrer vos produits, mais si le client souhaite aujourd'hui acheter, c'est plutôt en magasin que ça se fait ou plutôt où vous pouvez aussi combiner les deux. La location, mais là, il faut aussi des critères assez innovants comme a fait Xerox et la gratuité comme avec Google et Facebook. Google et Facebook s'en sortent très bien parce que derrière, il y a la partie données, notamment qu'ils détiennent. Ces deux marques détiennent, je pense, énormément de données au niveau mondial. C'est ce qui leur permet justement de pouvoir faire ce genre de service. C'est bon? Oui, c'est bon pour moi. Merci, très, très instructif. C'est bon. Pour moi. C'est bon, c'est excellent. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer aux critères d'innovation. De quoi on parle quand on parle d'innovation? Je vous ai montré les business models, vous avez vu les sociétés qui ont innové. Maintenant, je vais vous donner les critères si vous aussi, vous voulez réfléchir dans ce sens-là. On vous dit un business model innovant est le fait de pouvoir lever habilement les obstacles irréductibles et d'être flexible pour faire face à la complexité du monde actuel. Très important.
On est dans un monde qui est en perpétuelle mutation. Ça change, tant au niveau technologique qu'au niveau des habitudes de consommation. Donc, quand on se décide à aller sur le marché, il faut qu'on ait en tête le fait qu'aujourd'hui, on propose un service, on propose un produit, mais par contre, demain, on peut se réveiller et tout ça peut changer. Comment on va faire dans ces cas-là? Vous en avez certainement entendu parler, on parle d'agilité, système de management agile. C'est justement pour avoir les aptitudes pour devenir beaucoup plus flexible et pouvoir, j'ai envie de dire, s'adapter au marché. Donc, quand vous allez avoir une idée de projet, quand vous êtes déjà sur des projets, vous êtes déjà en entreprise, pensez à voir comment justement devenir beaucoup plus flexible, comment faire pour lever les obstacles que vous pourriez avoir éventuellement sur 2, 3, 4, 5 ans. Il faut savoir anticiper sur ces obstacles-là. Quand vous allez faire votre projet de financement, quand vous allez le présenter, ce qu'on appelle le risk management, ça fait partie des risques et ça fait partie aussi des premières choses que les investisseurs vont vous demander. Pourquoi? C'est pour voir si vous maîtrisez votre marché, si vous maîtrisez votre service, si vous maîtrisez votre produit. Si vous le maîtrisez, vous avez un business model innovant. Les critères. D'être flexible pour faire face à la complexité du monde actuel, donc les changements de valeur, l'évolution rapide des nouvelles technologies, la compétitivité à outrance au niveau économique et le respect de l'environnement qui est devenu très important aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs sociétés qui ont innové et donc que je vous ai mis. Nespresso, plus besoin de prendre comme à l'époque le Nescafé. On a la dose de café dont on a besoin en très peu de temps grâce à une machine. Uber, plus besoin de se chamailler avec les taximans. On a une plateforme, on va aller d'un point A à un point B. C'est beaucoup plus sécuritaire. On n'a pas besoin de se chamailler avec qui que ce soit. Il y a une traçabilité. On connaît le chauffeur, il est répertorié quelque part, etc., etc. Donc, on se connecte sur l'appli, on va aller d'un point A à un point B et en 2 minutes, le taxi est là. Donc, Uber a révolutionné ce marché-là. Aujourd'hui, il y en a des tas et des tonnes aussi. Hein. Au Sénégal, on commence à avoir Hitch, Yassir, Yango. Voilà, c'est nos Uber à nous. On a Airbnb qui a, j'ai envie de dire, un peu mis à terre le marché de l'hôtellerie. Parce que avant, c'est quand on voyageait d'un pays à un autre ou même à l'intérieur des pays, d'une région à une autre, il fallait prendre des hôtels, notamment pour les businessmen. Aujourd'hui, plus besoin de prendre un hôtel. Si on veut juste aller quelque part, on se connecte sur Airbnb, que ce soit pour le business ou pour les loisirs. N'importe quel pays, on regarde le type de maison où voilà, on pourrait aller se poser, dans lesquelles on pourrait être à l'aise en tout cas. On loue la maison, parfois beaucoup plus cher que les nuitées, les chambres d'hôtel, et on y va tranquillement. Sans compter que les hébergeurs, donc ceux qui ont des maisons, au lieu de les fermer maintenant, il suffit juste de bien décorer les maisons. Vous les mettez sur Airbnb en location, 35 000 francs la journée, 40 000 la journée, voire même 100, 150 000 francs la journée. Et ça marche très bien. Donc, Airbnb a un peu révolutionné aussi ce marché-là en tenant compte des changements de valeur. Les jeunes n'avaient plus envie de partir en hôtel. L'évolution rapide des nouvelles technologies, au lieu d'appeler l'hôtel, il suffit juste de se connecter sur la plateforme et de choisir la maison qu'on veut parce qu'il y a toutes les photos et il y a les commentaires des gens qui ont déjà utilisé ces maisons-là, etc., etc. Là, le respect de l'environnement, etc., etc. Donc, voilà des sociétés qui ont justement su faire face, mettre en place, justement, répondre à ces critères d'innovation et qui aujourd'hui marchent très bien. C'est bon? Alors, oui, c'est bon pour moi. Je vous ai défini. Oui, c'est bon. Parfait. Je vous ai défini le business model, je vous ai montré ce que c'était vraiment, je vous ai donné quelques exemples de business model.
Je vous ai donné les critères du business model pertinent, les critères du business model innovant. Maintenant, vous allez me dire, OK, mais comment on peut faire justement de manière pratique, de manière concrète pour écrire, pour mettre en place notre business model? C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite parce qu'il y a des outils pour ça. Donc, comment définir son business model? Voilà. On vous dit, définir un business model permet d'identifier l'équilibre entre les contraintes et les opportunités de l'entreprise. Très important. Quand on parle de projet, on ne parle pas que d'opportunités. Il faut savoir aussi comment maîtriser ces contraintes-là. Qu'est-ce qu'il faut? Effectuer en amont une étude de marché. Je reviendrai là-dessus tout le temps. C'est le cœur de votre projet aussi. Cibler la clientèle. Il faut savoir à qui on veut vendre, à qui s'adressent aujourd'hui nos produits, nos services. Savoir comment vous allez construire votre offre. Et bien sûr, faire la projection financière, étudier la rentabilité future et trouver comment garantir cette rentabilité-là. Si vous avez les 5 premiers points, le 6e devient très facile. Définir le modèle économique durable. Comment y arriver? Il faut utiliser un outil qu'on utilise beaucoup et qui s'appelle le BMC, le Business Model Canva. Vous allez sur Google, vous tapez Business Model Canva, vous allez tous les modèles qui sortent en fait. Maintenant, comment utiliser ce Business Model Canva? C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Le Business Model Canva. Donc, c'est un modèle qui a été construit et identifié grâce à une structure visuelle. C'est juste des questions que vous posez à travers 9 dimensions de votre projet. A été créé par M. Alexander Osterwalder. Et donc, c'est comment faciliter votre réflexion. Comment faciliter votre réflexion à partir de 9 éléments en 4 dimensions. Je vais vous donner les 4 dimensions. La première dimension, c'est comment produire. Dans comment produire, on a quelles seront vos activités clés, quelles seront vos ressources clés et quels seront vos partenaires clés. Voici les 3 dimensions qu'on retrouve, les 3 éléments qu'on retrouve dans la première dimension, comment produire. On a une deuxième dimension, comment ajouter de la valeur. Et là, c'est sur la dimension proposition de valeur. Là, vous allez énumérer qu'est-ce que vous proposez exactement. Vous comparez à ce qui se fait sur le marché et vous essayez de voir comment vous différencier des concurrents. Toujours ce qui doit vous aiguiller, c'est la demande, c'est le besoin du client. C'est votre gouvernail. Troisième dimension, comment vendre. Donc, dans comment vendre, on a les activités, les éléments relations clients. Comment vous allez la gérer? Le segment client, à qui ça adresse, et les canaux de distribution, comment vous allez faire pour distribuer justement vos produits, vos services. Et enfin, on a la 4e dimension, les flux d'argent, bien sûr. La structure de coût, combien ça va vous coûter pour mettre en place ce service, le produit. Les sources de revenus, donc, quels sont ceux que vous allez mettre en place pour garantir la pérennité de l'activité. Ce sont les 4 dimensions du business model Canva. Comment produire, comment ajouter de la valeur ajoutée, comment vendre et les flux d'argent. Maintenant, je voulais partir de manière concrète sur un modèle, peut-être que vous connaissez tous, qui est un modèle sénégalais, qui est la société PAPS. Et je vais vous montrer, si on devait faire aujourd'hui le business model de PAPS, comment on pourrait le faire. Donc, je pense que pour ceux qui suivent à peu près l'actualité de l'écosystème entrepreneurial sénégalais, vous connaissez tous PAPS. C'est une société de logistique
qui est né vers 2016, je pense, avec un dirigeant très dynamique qui s'appelle M. Bambalo, très accessible que vous pouvez trouver sur LinkedIn. Alors, ce que j'ai aimé dans ce modèle-là, qui pour moi est pertinent et très, très, très innovant, il a allié deux choses. Il est parti, pour moi en tout cas, d'un constat, c'est que notre fameuse société nationale, la Poste, aujourd'hui, ne faisait plus son travail. Donc, étant donné que le besoin en termes de gestion de courrier, en termes de logistique, donner des courriers porte à porte, ce qui se faisait avant et dont aujourd'hui beaucoup d'entreprises ont besoin, la Poste ne peut plus la faire. Donc, le besoin était là, mais il n'y avait absolument plus aucun acteur pour faire ce service-là. PAPS est venu se frayer un petit chemin et a mis en place donc ce type de service et donc a créé cette société de logistique. Il y a plusieurs autres services, bien sûr, mais c'était le principal. Avec un système aussi de paiement innovant, il a décidé d'utiliser aujourd'hui le digital comme outil principal aussi, à la fois innover, être plus, j'ai envie de dire, plus accessible pour les clients, parce que c'est pareil, c'est une plateforme, c'est une application, vous vous connectez dessus, vous avez besoin d'un service, le papseur, on l'appelle même plus livreur, c'est le papseur arrive, vous lui donnez votre courrier, il va amener votre courrier. Oups. Donc voilà. Donc quand vous allez aller sur Google, que vous allez taper Business Model Canva, voilà le schéma que vous allez avoir avec les 9 éléments, partenaires clés, activités clés, ressources clés, la première dimension, la proposition de valeur comme deuxième dimension, relation client, canaux et segment de clients comme troisième dimension, structure de coûts et flux de revenus comme quatrième dimension. Et donc, par quoi commencer? Par quoi commencer? Les activités clés, qu'est-ce que vous proposez réellement? Donc, pour PAPS, c'est entreposage, le fret, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, la société n'est plus seulement à Dakar, elle est aussi à l'étranger. La messagerie, la mise à disposition PAPS EasyColli et des tournées régulières pour toutes les entreprises qui aujourd'hui ont ce besoin-là. La proposition de valeur, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les gens vont aller voir PAPS plutôt que les autres concurrents qui commencent maintenant à émerger un peu dans le secteur? Déjà parce que, pour les entreprises, les commerçants, les e-commerçants, qui aujourd'hui, pour la plupart, ont leurs marchandises qui viennent de l'entreprise, on a une livraison de toutes sortes de marchandises au courrier, door to door, c'est-à-dire de porte à porte en un temps record. Excusez-moi pour la petite faute sur le record. Service après-vente au top, c'est-à-dire il y a toujours une disponibilité d'une personne au bout du fil capable justement de vous gérer, votre service. Les services digitaux, il y a une application, il y a aussi la plateforme sur leur site web où vous pouvez aller vous loguer et donc demander à avoir un service. Pour les logisticiens, il y en a beaucoup. Et ça va de pair, notamment avec les autres services. On a l'entreposage et le fret. Et il y a aussi un élément très important, c'est que PAPS a fait de ses salariés, ses collaborateurs, de vrais ambassadeurs. Donc, je vous disais, on ne parle pas de livreurs chez PAPS, on parle de PAPSeurs. C'est-à-dire, c'est des personnes à part entière qui ont j'ai envie de dire, c'est des vrais ambassadeurs pour PAPS et donc ils doivent tous les jours, à travers les services aujourd'hui proposés, montrer le professionnalisme de PAPS. Et donc pour ça, PAPS forme de manière continuelle, tout le temps, c'est PAPSeurs. On parle de formation continue. Et quand on parle de proposition de valeur, ce n'est pas seulement les éléments externes, c'est aussi pour les éléments internes. On parle beaucoup de bonheur au travail, c'est-à-dire que quand on fait une proposition de valeur, on parle aussi des collaborateurs. Quel est l'avantage pour un collaborateur de venir travailler pour votre société? C'est un élément aussi à prendre en compte. Les partenaires clés, donc avec lesquels vous allez travailler, donc pour PAPS, les commerçants, les e-commerçants,
les entreprises, les collaborateurs, le board, essentiellement avec les investisseurs, parce que PAPS a levé 2 fois de suite, je pense, des fonds. Le premier fonds, c'était en 2019 avec 500 000 $, et là, récemment, avec 4,5 millions de dollars. Donc, ils ont levé ce fonds-là. Donc, forcément, il y a un board qui vient piloter un peu les activités. Donc, ça fait partie des partenaires de PAPS, les fournisseurs de paiement en ligne comme PayPal. Donc, si vous voulez payer en ligne, il y a des fournisseurs aujourd'hui qui sont là et qui peuvent vous faciliter ce travail-là avec PAPS. Les ressources clés, on a la plateforme PAPS, donc l'application et le site web. On a le personnel, j'ai mis RH, mais il n'y a pas que les RH, c'est tout le personnel de PAPS. Si le personnel n'est pas qualifié, si le personnel n'est pas mis en avant, le service ne le sera pas. Il faut savoir que aussi, c'est une dimension très importante à prendre en compte quand vous faites votre projet. Votre premier avantage compétitif, c'est vos salariés. C'est la qualification de votre personnel. C'est ça qui va vous permettre de survivre sur le marché. Et bien sûr, la communauté de PAPSeurs et les entreprises. Le segment client, donc à qui PAPS offre ses services, je l'ai dit tantôt, les entreprises, les commerçants, les logisticiens, les PAPSeurs, les collaborateurs. La relation client, comment PAPS le gère, assistance H24, 7 jours sur 7, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'entreprises, et une présence sur les réseaux sociaux. Si vous avez une question à poser, il vous est possible de le poser via ces canaux-là. Les canaux de distribution, les canaux de gestion de la relation client, plateforme PAPS, application mobile et les réseaux sociaux. La structure des coûts, c'est d'abord les revenus. Donc, j'ai parlé tantôt d'une première levée de 500 000 $ en 2019, si je me souviens bien. Ensuite, en 2022, on a eu 4,5 millions de dollars levés. Comment PAPS se fait de l'argent? PAPS se fait de l'argent sur les livraisons, c'est 1 000 francs au kilomètre. Si vous prenez PAPS pour une livraison, c'est 1 000 francs au kilomètre. PAPS prend des commissions sur les ventes au panier. C'est-à-dire, par exemple, si PAPS a un client précis, pour que les PAPSeurs aillent prendre les habits, etc., chez les clients du pressing, c'est 20% sur ce qui est facturé par le pressing. Donc, PAPS relève des commissions sur les factures, etc., etc. Il y en a d'autres. Je vous demande d'aller voir aussi sur leur site Internet les services très, très intéressants qu'ils offrent. La structure de coût, c'est quasi la même pour beaucoup d'entreprises. La plateforme qu'il faut payer, l'application, les ressources humaines, donc le personnel, les locaux, le budget marketing, etc., etc. Paiement photographe n'en fait pas partie, mais voilà. C'était juste pour vous donner une idée sur comment vous allez remplir le Business Canva. Une fois que vous l'avez rempli, vous avez les 9 éléments. Maintenant, il vous est facile de trouver le business model avec lequel vous allez partir. Donc, en faisant ça, le business model qui est ressorti de PAPS, il y en a plusieurs. On a l'abonnement, on a la production de services, etc., etc. Ça va jusque-là? Il nous reste 5 minutes. Oui, ça va, moi ça me va, je suis. Ça va. Alors, va. Est-ce qu'on peut revoir le business Canva de PAPS, s'il vous plaît? Vous voulez que je revienne sur tous les éléments? Est-ce qu'on aura le temps? Sur les Oui, éléments c'est ça, clés. on n'aura pas le temps, mais comme je vous ai expliqué, ce document-là, il va vous l'envoyer. Je l'enverrai à Aram. Allô? Madame Dramé, on va nous envoyer le document. Voilà, vous le recevrez tous, ce document-là. Oh, on ne fait pas la peine de revenir. Ça va prendre du retard par rapport à ça. Est-ce que nous allons recevoir les documents très vite pour pouvoir mieux se lancer dans un bon business model? Voilà. Oui, vous l'aurez, ne vous inquiétez pas. Merci. Alors, vous avez été très explicite. De mon côté, j'ai bien compris. Madame, j'ai bien compris aussi. On l'aura par email? Oui, vous l'aurez par email. Oui, en fait, le support de présentation vous sera envoyé par mail.
Et Franchement, madame, l'enregistrement de trop la session sera publié dans nos différents canaux de communication. Merci. Parfait. Donc, j'ai voulu parler un peu des contre-performances à éviter, les pièges. Je vous ai dit tout à l'heure, en début, qu'il faut absolument penser à anticiper les obstacles. Quand vous allez avoir une idée de projet, ou même si vous êtes déjà sur un projet, pensez aux différents obstacles, pensez aux nouvelles manières de consommer, etc., etc. Je vous donne quelques cas d'école. Kodak. Je pense que vous connaissez tous Kodak. C'est la première société à avoir créé un appareil photo. Je pense que bon, tous qui sont nés, en tout cas, avant 2000, connaissent cette marque-là. À l'époque, quand on prenait des photos et après qu'on amenait au labo pour faire laver, etc., etc. Kodak était, était vraiment la best marque, j'ai envie de dire, la meilleure marque en termes d'appareil photo. À l'ancienne, comme on dit. Voilà, exactement, jusqu'au début des années 2000. Et qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que Kodak, pendant 40 ans, était le leader sur ce marché-là? Et dès le début des années 2000, on n'a plus entendu parler de Kodak. C'est parce que Kodak n'a pas pu anticiper sur les nouvelles technologies. Donc, à un moment donné, les gens n'allaient plus prendre des photos pour aller faire laver au niveau des laboratoires. Maintenant, c'était prendre des photos et c'était instantané. On l'avait directement justement sur l'appareil. Entre les années 2002-2003 jusqu'au début 2010, on avait des appareils photos où on mettait une carte et donc tout le stockage se faisait au niveau de la carte dans les appareils photos. Donc, Kodak n'a pas su anticiper ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des entreprises qui, elles, ont pensé à ça, Samsung, etc., et Sony surtout, et donc se sont mis sur ce marché et très vite, ils ont tué la marque Kodak. Donc, Kodak n'a pas su anticiper sur ça. On a eu BlackBerry, qui a eu sa belle époque aussi en termes de marque de téléphonie. BlackBerry, c'était le téléphone à avoir au début des années 2000. C'était le téléphone. Si on n'a pas de BlackBerry, c'est que vraiment, voilà, comme disait notre cher Sarkozy, on a raté sa vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pareil, BlackBerry n'a pas su anticiper sur les nouvelles technologies et il y a des marques comme Samsung, comme LG, comme Sony, comme Nokia surtout, parce que BlackBerry a été détrôné par Nokia en premier, qui ont su anticiper sur les besoins aujourd'hui des clients, qui ont mis sur le marché des téléphones, j'ai envie de dire, plus petits, qui faisaient plus de choses entre la photographie, les mails, etc. Le BlackBerry, donc, n'offrait pas. Et bien sûr, après BlackBerry, Nokia a détrôné BlackBerry, mais après Nokia s'est fait détrôner par Samsung, LG, iPhone, Apple, pardon, etc., etc. C'est des petits cas d'école que je voulais vous montrer un peu pour vous dire, pour vous donner l'importance de la réflexion, l'anticipation, la mesure justement des obstacles qui vous attendent sur votre marché. Il faut savoir s'adapter au marché, être très flexible. C'est ce qui fait que d'année en année, vous allez développer votre agilité et être tout le temps sur le marché, tout le temps innovant sur le marché sur lequel vous êtes. Il faut y penser. Donc, pour conclure, il est 11h30. Ce qu'il faut avoir à éviter d'abord, pardon. Éviter le décalage entre la proposition de valeur et l'attente du client. Tout ce que vous devez faire doit être en phase avec l'attente de vos clients. Négliger ou sous-estimer la concurrence, il ne faut jamais faire ça. On ne sous-estime jamais sa concurrence. En business model avec un retour sur investissement trop lent. Ça aussi, il faut le voir, mais ça, c'est dans le cadre des projections financières. C'est-à-dire, il ne faut pas faire un projet pour lequel, par exemple, vous allez demander, je ne sais pas, 50 millions. Et l'investisseur, pour récupérer ces 50 millions, va devoir attendre, par exemple, 2 ans. Pour un investisseur, 50 millions sur tous ces phases, c'est insensé d'attendre 2 ans pour pouvoir le récupérer. Les investisseurs, les banquiers, quand ils investissent, il y a un indicateur très important qui est le délai de récupération de leur argent qu'ils vérifient. Est-ce qu'ils vont récupérer leur argent sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans? Si le délai est trop long,
ils ne mettront pas leur argent. Parce que dans leur réflexion, enfin, ça fait partie du business, l'argent doit tourner. Donc, on ne peut pas l'immobiliser pendant trop longtemps sur un seul projet. Ça aussi, c'est important, il faudra y penser. Et donc, ne pas prendre en compte l'évolution des nouvelles technologies. C'est très important. La manière de communiquer n'est plus la même, la manière de consommer n'est plus la même. Faut toujours penser justement au niveau des outils digitaux. Qu'est-ce que vous pourrez utiliser et qui pourrait faire l'affaire de vos clients et qui aussi pourrait faire votre affaire. Donc, pour récapituler, pour un business model pertinent et innovant, il faut trouver l'adéquation parfaite entre la proposition de valeur et la cible, des moyens et des ressources peu coûteux, une bonne viabilité financière. Donc, voilà. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur le business model. Les critères que j'ai pu vous énumérer qui sont très, très, très importants sur le marché financier. C'est vraiment les critères que regardent aujourd'hui ceux qui investissent, ceux qui sont dans l'écosystème. Si le business model n'est pas valide, vous avez beau amener un business plan très joli avec des courbes, des prévisions financières nettes, ils ne valideront pas le projet. Il faut toujours que le business model soit valide. Réfléchissez à ça. Donc, si vous voulez vous faire accompagner dans cette démarche-là de réflexion autour de votre business model, la mise en place de votre business model, pensez à nous. Nous sommes le cabinet Pylone. On est dans le conseil, la formation, l'accompagnement. On a 3 pôles aujourd'hui. Un pôle consulting qui accompagne principalement sur tout ce qui est gestion donne des conseils, tout ce qui est gestion de la performance pour les entreprises. La formation, avec un grand volet appui RH et de la formation, on a des catalogues de plus de 360 modules qui sont proposés sur le marché. L'assistance aux PME, et c'est dans ce cadre-là justement qu'on a en partenariat avec la DPME, on conçoit des programmes d'accompagnement pour les TPE et PME aujourd'hui qui sont dans l'écosystème entrepreneurial du Sénégal. C'était Madame Diaye, je suis la directrice de Pylone et je vous remercie de nous avoir écoutés pendant ces 1h30, j'ai envie de dire. Merci aussi à la DPME de nous avoir offert cette vitrine, de parler un peu de choses qui sont très, très, très importantes pour nous, les entrepreneurs, des choses à savoir, des éléments qui, des fois, justement, les entrepreneurs ne connaissent pas, les porteurs de projets ne connaissent pas et donc ne mettent pas en place dès les premiers pas dans l'entrepreneuriat, alors que c'est fondamental. Donc, merci beaucoup, merci à vous. Je vous laisse nos contacts. Moi, je dirais merci à vous, madame, parce que franchement, ça m'a donné plus de motivation, ça m'a ouvert plus les yeux par rapport à l'entrepreneuriat et mettre ça en place d'une manière plus par rapport à aujourd'hui, parce que c'est pas le même monde qu'hier. Aujourd'hui, c'est un monde différent. Voilà, donc merci à vous, moi, je dirais plutôt, ouais. Il y a des questions? Vous avez été très explicite. Je pense que vous allez nous permettre de prendre un nouveau cap par rapport à nos projets et par rapport à nos activités. Parfait. Effectivement. Ce serait vraiment bien. Merci beaucoup. Valide ça. Des questions? Merci à vous, madame. Moi, j'aurais une question. Allez-y. Donc, c'était par rapport à la structure un peu du business plan dans son ensemble. Que le business model, parce que nous, par exemple, dans notre cas, on a intégré les points que vous avez cités dans la présentation du business model, mais on n'a pas carrément segmenté ça en intitulant la partie business model au niveau de notre business plan. Est-ce que ça a une importance ou bien on peut tout simplement citer, par exemple, la partie concurrent, client, etc. Ou bien il faut spécifier ça? Ce serait bien de le spécifier. Pas besoin de faire tout un paragraphe là-dessus, mais il faut quand même spécifier que comment dire, ce ne soit pas les investisseurs qui aillent voir justement quel est votre exemple de business model. C'est vous qui l'avez créé, c'est votre projet, vous pouvez pouvoir le leur expliquer. Ok, merci beaucoup. L'analyse de marché va venir juste détailler justement ce business model-là. D'accord.
Une question, est-ce que il est possible de vous partager un business model pour que vous puissiez faire une revue et faire un feedback? Je vous entends très mal. Je disais, est-ce qu'il est possible de vous partager par email un business model pour que vous puissiez faire un feedback là-dessus? Oui, vous avez mes contacts qui sont là. Super, merci beaucoup. Prenez mon adresse email. D'accord, très bien. Merci. Bonjour. 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 Donc, moi j'ai une question par rapport à la phrase, comment dire, d'exemple pour comment dire, business model. J'aimerais que vous reveniez, comment dire, la phrase dont une fois, si nous sommes devant l'investisseur, pour qu'on puisse gagner du temps. Est-ce que vous pouvez revenir, comment dire, pour la phrase, par exemple, donner l'exemple dans l'agriculture ou bien dans le secteur maraîcher? Merci. Merci. La phrase, elle est là. Ouais. La phrase, elle est là. Notre business est de vendre, si c'est des produits agricoles, vous dites des produits agricoles, mais quel type de produits agricoles, justement, à des clients? Alors, si c'est un segment de clients, par exemple, c'est les hôteliers, vous parlez des hôteliers. Si c'est des restaurateurs, vous parlez des restaurateurs. Si c'est la clientèle de particuliers, vous dites c'est les particuliers. Via le canal, est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'agriculteur, avec vos produits, vous allez vendre directement, vous, vers le client final, ou est-ce que vous allez passer par des intermédiaires, vous le dites, et nous gagnons de l'argent grâce à, c'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'agriculteur, vous produisez, donc vous revendez, est-ce que ce sera de la vente, par exemple, je donne juste un exemple, de la vente à crédit, est-ce que c'est de la vente Johnny, c'est paiement en cash, et donc c'est beaucoup plus, c'est plus garanti, j'ai envie de dire, que le paiement à crédit, etc., etc. D'accord, merci beaucoup. Merci, c'est clair. Merci. Une autre question? Oui, Madame Young. Oui. Merci beaucoup, Madame Ndiaye, pour la bonne présentation. Merci à vous. Bon, moi, ma préoccupation, c'est ceci. Pour quelqu'un qui a démarré ses activités depuis, oui. Qui s'est vraiment fait un bon chemin, il faut le dire, oui. mais qui n'a jamais fait de business plan, okay. Jamais de business model. Très bien. Voilà. Est-ce que il faut le faire maintenant? Est-ce opportun ou bien bon? Oui, c'est toujours opportun et il n'est jamais trop tard parce qu'en faisant l'exercice, ça vous permettra de prendre du recul par rapport à votre activité. Et en le faisant, croyez-moi, c'est là où vous allez vous rendre compte où se trouvent réellement vos problèmes. Si vous êtes performante, tant mieux, mais si vous pouvez l'être encore plus, vous verrez justement sur quel levier vous allez travailler pour être beaucoup plus performant. Oui, il est toujours opportun de le faire. D'accord. D'accord. Là, c'est là où on aura vraiment besoin de l'appui de l'ADPME. Oui. Voilà, donc pour vraiment y arriver correctement. Dans ce cas-là, il faudra vous rapprocher de l'ADPME. Voilà, merci beaucoup, merci. Merci. Alors, il y a Koumba Ndiaye qui a levé la main. Allô? Oui. Oui, bonjour à tous, Lamine Baradiagne. Oui, bonjour. J'aurais deux questions. La première question, alors, dans votre argument, vous avez commencé par les activités clés. Et je vois que certains d'autres, comment dire, des formateurs sur le business model Canva commencent par le segment client pour savoir en quoi on va aider les entreprises. Et ensuite, ils venaient sur la proposition de valeur. Pourquoi vous avez commencé par les activités clés? Juste comme ça, parce que c'est un modèle qui existe déjà, donc c'était beaucoup plus facile en parlant des activités justement de la société. Mais effectivement, vous pouvez commencer soit par l'offre de valeur,
L'offre de valeur s'adresse à qui et parlez-vous des segments ou vous partez des segments et après vous allez vers l'offre de valeur. Ok, ok. Et pour la deuxième question, c'est si on a déjà fait le business model, quels sont les critères qu'on devrait reprendre pour, comment dire, si on doit refaire le business model, si on doit refaire notre business model carrément, quelles sont les démarches à mettre en marche pour, comment dire, pour que ça soit beaucoup plus dynamique? Est-ce que vous êtes déjà en activité? Oui, je suis en activité depuis 3 ans. Parfait. Maintenant, il faut voir si vous êtes déjà en activité. Est-ce que vous avez atteint les objectifs que vous vous étiez fixés? Si vous n'avez pas atteint les objectifs, si vous avez atteint les objectifs, c'est un grand tant mieux. Si vous n'avez pas atteint les objectifs, il faut revoir le business model en termes de pertinence. Est-ce que ça répond à une attente du marché? Est-ce que la cible, elle est vraiment définie? Est-ce que le besoin répond à la cible, aux besoins de la cible? Est-ce que techniquement, il n'y a pas un souci au niveau de la réalisation du produit ou du service? Et comment vous vous différenciez, comment vous vous positionnez sur le marché? D'accord? Il faut savoir répondre à toutes ces questions-là. Quand vous allez essayer de répondre à ces questions, vous allez voir finalement vous allez pouvoir identifier les obstacles qui se dressent à vous et qui font aujourd'hui que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Ok, merci. De rien. Quelqu'un d'autre? Oui, Madame Ngone. Oui, Monsieur Ba. Monsieur Diallo. Oui, non, c'est pas. Monsieur Ba, pardon. Oui, donc j'aimerais pour une deuxième fois revenir par rapport dans quelle partie du business plan qu'on peut trouver le business model. C'est la première partie. Hein? C'est la première partie, c'est-à-dire quand on a un business plan, on parle du porteur de projet, on parle de leader de projet, on parle du projet. Et après ça, il faut aller directement sur le business model. D'accord, merci. Voilà. Une autre question? Oui. Oui, Monsieur Diallo. Voilà, moi, tantôt je voulais entrer, mais vous étiez en explication. Alors, moi, mon projet, c'est la production d'eau filtrée et purifiée. Et entre-temps, nous faisons des ventes en vrac, mais également pour des services de séminaires et de batteries de mariage. Nous nous emballons et nous livrons cette eau-là. Alors, maintenant, la question est que lorsque vous parlez d'abonnement, moi, chaque fois, je vous entends très mal, Monsieur Diallo. Alors, vous m'entendez? Allez-y, répétez s'il vous plaît. Voilà, je disais. Oui, oui. Nous sommes spécialisés dans la production de l'eau potable purifiée. Oui, oui. Nous faisons des ventes en vrac, c'est-à-dire les 10 litres, mais également des ventes pour les séminaires, au restaurant, des eaux de table et tout ce qui va avec, les baptêmes, les mariages. Très bien. Voilà. Lorsque vous parlez d'abonnement, là je voulais intervenir parce que moi, à chaque fois, le problème est que je ne sais pas maintenant avec cette activité comment faire des abonnements aux clients pour les attirer plus dans ma vente, soit qu'ils font des abonnements mensuels, parce qu'à chaque fois ça me fait réfléchir, mais jusqu'à présent, je ne parviens pas à faire je ne sais pas quel abonnement faire pour ce genre d'activité. Maintenant, lorsque vous avez parlé d'abonnement, je me suis dit, je vais poser la question, voir à votre niveau, quelle suggestion avez-vous à me dire pour pouvoir, parce qu'il y a de ces clients qui viennent, qui en ont besoin et qui disent qu'ils ne peuvent pas passer tout le temps pour payer. Maintenant, bon, je n'ai pas osé entrer, mais puisque je n'ai pas beaucoup d'idées là-dessus. Voilà ce que je demandais, si vous avez des suggestions, d'autres choses à me dire par rapport à ça. Alors, les clients, ils ne peuvent pas venir pour payer. C'est quoi le problème? C'est-à-dire, c'est le déplacement qui pose problème ou c'est le fait de payer qui pose problème? Vous savez, des fois, certains disent que c'est le déplacement ou des fois, certains disent qu'à chaque fois, ils n'ont pas les moyens. Eux, ils préfèrent faire pour un échéancier. Et la concurrence aussi est en train de faire des abonnements. Mais là, moi, je ne sais pas comment ils font ces abonnements. Hein. D'accord. Alors,
je donne juste un exemple. Hein. Pour pouvoir vous répondre, il faut vraiment que je puisse connaître votre activité, où est-ce que vous êtes basé, quels sont les services que vous proposez exactement. Pour pouvoir répondre de manière un peu plus précise, j'ai envie de dire, à votre question. Mais étant donné que vous avez déjà démarré votre activité, ce qui serait le mieux, c'est de voir les habitudes de vos clients. Quand est-ce qu'ils commandent? À quelle occasion ils commandent? Est-ce que dans vos clients, il y a des clients qui ont besoin de ces taux-là de manière continuelle, j'ai envie de dire? Si c'est des entreprises qui ont besoin d'avoir une fontaine parce qu'il y a des collaborateurs qui boivent de l'eau, c'est vers ces entreprises-là qu'il faut proposer l'abonnement. Ce n'est pas si les événements, les mariages, etc., vous ne pouvez pas faire des abonnements avec des clients comme ça parce que ça, c'est ponctuel. C'est une fois par an, c'est 2 fois par an, donc vous ne pouvez pas faire de l'abonnement avec ça. Vous ne pouvez faire de l'abonnement qu'avec des personnes qui ont besoin de ce service-là de manière ponctuelle. Là, ils vont se dire, d'accord, comme on a besoin de boire de l'eau tous les jours pour nos collaborateurs, on prend un abonnement. Chaque semaine, vous venez nous livrer un nombre précis de bouteilles et chaque fin du mois, on vous paye. Ok. Mais si la clientèle, elle est ponctuelle, vous ne pouvez pas proposer de l'abonnement à une clientèle ponctuelle. D'accord. Voilà, bon, entre-temps, peut-être ce que vous disiez sur l'activité. Donc, nous retraitons l'eau du réseau. C'est ce que nous retraitons avec des machines de dernière génération et des analyses faites pour permettre vraiment à la population d'accéder à une eau potable et à moindre coût. C'est ça notre mission. Oui. Maintenant, il faut étudier votre stratégie de positionnement. Voilà, et maintenant, nous nous sommes basés sur Asikambao. Asikambao, juste en face de la boulangerie Palmarin. Oui, non, ce n'est pas le positionnement géographique, le positionnement par rapport à vos concurrents. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais venir acheter votre eau alors qu'il y a 10 concurrents à côté qui font la même chose? Bon, là, certainement, je dirais l'économie que ça fait, mais aussi la qualité de l'eau. Ils vendent la même eau que vous, hein, et ils utilisent le même matériel que vous. Bon, la plupart, on n'a pas les mêmes matériels. Hein. En tout cas, je resterai aussi, je prends note de votre suggestion, mais j'aimerais aussi avoir votre part, comment répondre à cette question. Maintenant, comment se différencier de la concurrence? D'accord, ça, c'est des questions qui prennent du temps. Je ne peux malheureusement pas prendre autant de temps pour vous aujourd'hui. J'ai montré mes contacts. Appelez-moi ou si vous avez vraiment besoin d'accompagnement, allez voir la DPME. La DPME vous donnera un consultant qui pourrait peut-être travailler sur ces aspects-là avec vous. D'accord. Moi, j'aurais une autre question, en fait, toujours sur le business model. Je voulais savoir, aujourd'hui, si on a, par exemple, nous, notre business, c'est un cabinet de conseil en accompagnement agricole. On a différents profils de clients selon l'activité. C'est-à-dire, il y aura des clients qui sont intéressés par la gestion d'exploitation, des clients qui sont intéressés par la distribution de leurs produits. Est-ce que dans le business model, il faut qu'on ait, parce que du coup, moi, quand on me pose la question, c'est qui votre cible? Ma réponse, c'est tout le monde. Et je sais que ce n'est pas la meilleure des réponses. Donc, est-ce qu'on doit carrément décrire chaque client par rapport à telle activité ou bien je peux continuer à donner cette mauvaise réponse de tout le monde? Alors, déjà, vous faites une activité qui est super intéressante et qui, je pense, à court, moyen terme, pourrait bénéficier à beaucoup de monde. Vous êtes sur un marché où aujourd'hui, on n'a pas de statistiques. Et vous, étant donné que vous êtes cabinet de conseil et que vous êtes sur toute la chaîne et que vous avez des clients, il vous est possible justement de faire des études empiriques pour avoir les statistiques. Et donc, ce qui est intéressant pour vous, c'est de voir en fonction, sur la chaîne de valeur, en fonction de chaque activité, donc de cette chaîne de valeur-là, de pouvoir créer une synergie entre les différents acteurs. C'est ça.
C'est voyez? exactement ce qu'on est en train de faire. Mais... Voilà. Maintenant, pour la réponse que je dois apporter, il ne faut pas admettre tout le monde. Il faut prendre le temps, je pense, de faire une vraie étude pour voir, dépendant des activités, qui devrait être la vraie cible. Si vous n'arrivez pas à trouver la bonne cible, partez sur la rentabilité, qui aujourd'hui pourrait mieux payer le service plus qu'un autre. Ok. D'accord. D'accord. Mais ne soyez pas vague. Allez-y, faites-le de manière beaucoup plus précise. Madame Baye. Merci. Non, rien. Bonjour. Une autre? Bonjour. Allô, bonjour. Oui, Merci. bonjour. C'est Monsieur Gay de Carara G-Service. Merci pour la présentation. Je voulais juste savoir si pour obtenir une formation, une assistance, comment est-ce que je dois procéder? Alors, vous appelez directement la DPME ou vous leur envoyez un mail et vous présentez, vous donnez vos besoins et ils reprendront contact avec vous. Ok, il n'y a pas de problème, merci. Merci à vous. Bonjour, madame. Bonjour. Excusez-moi, là. Moi, j'ai un peu raté presque une trentaine de minutes sur la présentation. Mais n'empêche, je vous félicite de votre brillante présentation. J'ai quelques questions à poser là, à propos des critères d'innovation, par exemple. Est-ce que les critères d'innovation n'ont pas rapport avec le SWOT, d'abord? Première question. Deuxième question. Entre les réseaux les plus pertinents pour se vendre, quel est le réseau le plus pertinent entre Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, par exemple? Bon, dernière question. Vous avez parlé de Airbnb, que je ne connais pas beaucoup, que je voudrais que vous m'expliquiez un peu. Merci. Merci à vous. Alors, les critères excusez-moi. Les critères d'innovation et l'analyse SWOT, oui. Bien sûr, l'analyse SWOT, c'est généraliste. Hein. Ça dépeint un peu, c'est une photographie de votre entreprise à l'instant T, entre vos forces, vos faiblesses, les menaces sur le marché et les opportunités sur le marché. Je pense que vous pouvez partir justement des faiblesses de votre entreprise et des menaces sur le marché pour pouvoir trouver des solutions. Si vous arrivez à trouver des solutions sur ces deux parties-là, vous pouvez avoir justement, comment dire, vous pouvez remplir en tout cas les critères d'innovation de votre business model. OK. Après, le réseau le plus pertinent pour vendre, ça dépend de ce que vous vendez. Ça dépend vraiment de ce que vous vendez. Si vous êtes dans les services, je dirais plus LinkedIn. Si vous êtes produit, vous vendez quoi exactement? Je suis dans les services. Je suis dans les services. Ouais. C'est LinkedIn. C'est LinkedIn. LinkedIn et mettre en avant justement ce que vous faites. Parler un peu de ce que vous faites de sorte que les gens puissent savoir. Dans Facebook aussi, c'est en fourre-tout, mais tout le monde est sur Facebook, donc à un moment ou à un autre, ça peut intéresser les gens. D'accord. Voilà. Et sur l'autre là, Airbnb là, je ne sais pas. Airbnb, c'est une plateforme. Si vous voulez aller, par exemple, je ne sais pas, en Espagne, vous ne voulez pas prendre un hôtel parce que ça coûte trop cher. Vous vous connectez sur Airbnb. Il y a des particuliers qui louent leur maison. Une chambre à l'hôtel va vous coûter, par exemple, 100 € la nuitée. Si vous vous connectez sur Airbnb, vous pouvez trouver une très belle maison à 50 €, par exemple, la nuitée. On ne peut pas le trouver au Sénégal? Bien sûr que si. Il y en a beaucoup même au Sénégal. On télécharge ou quoi? Ou bien on... Une application. Vous pouvez aller télécharger l'application comme vous pouvez aller sur le site Internet. Il y a une plateforme là-bas. Merci beaucoup. Vous avez été pertinente. Hein? Merci, c'est gentil. Madame Ndiaye, c'est sûr que c'est Madame Ndiaye. Oui, c'est Madame Ndiaye. Moi, c'est Monsieur Ndiaye. Parfait, Monsieur Ndiaye. Le Ndiaye, là, vraiment, il gagne le pion. Machallah. Parce que vous venez de manger un bon chef, quoi. Oui, c'est sûr. Allô? Une dernière question, il reste 5 minutes. Deux contributions que je voudrais faire. Allez-y. C'est M. Diagne, c'est ça? C'est M. Diagne, oui. C'est M. Diagne, oui. Ouais. Déjà, je suis votre roi, puisque vous mangez tout le temps du cap en ce moment.
C'était juste pour taquiner. Alors, j'ai entendu tout à l'heure Madame Diagne qui demandait pour, comment segmenter ses clients. De ma part, puisque j'ai commencé l'entrepreneuriat depuis 3 ans, je me suis un peu documenté et j'ai eu de bons mentors aussi qui m'ont accompagné sur ce processus-là. La première étape que j'ai fait, c'est j'ai étudié la taille du marché. Est-ce que votre marché s'étend simplement au Sénégal ou vers l'Ouest africain? Ensuite, en fonction de cette taille-là, quel est le pourcentage de clients que je dois cibler sur cette taille-là? Si c'est 1 million d'individus, est-ce que c'est 50% de ces individus-là qui sont mes clients en fonction et savoir exactement leur taille, leur âge et aussi leur situation géographique pour cibler? C'est ça que je mets sur mon business model pour avoir vraiment les clients avec qui je dois travailler. Ça, c'est la première contribution. La deuxième, c'est avec M. Ndiaye qui demande tout de suite quel secteur, quel réseau devrait-il prendre? Oui, c'est ça. C'est en fonction de vos clients. Est-ce qu'ils sont carrément entreprises ou est-ce qu'ils sont clients? Si c'est vraiment les entreprises que vous ciblez, c'est carrément LinkedIn et peut-être un tout petit Twitter qui est vraiment méconnu de la scène. Mais Oui, si c'est Twitter, c'est spécial, ouais. Voilà, et si c'est vraiment des personnes comme moi, comme Mme Meng, comme une personne physique, pas morale, c'est Facebook et Instagram et TikTok. Donc, c'est en fonction de vos clients que vous devez, voir sur quels réseaux sociaux vous devez être. D'accord. Merci. Je suis ouvert aux questions. Je laisse mes coordonnées puisque je suis acteur dans le marketing digital aussi. Un peu de publicité, ça ne fait pas de mal. Je laisse mon mail. Comme ça, vous pouvez me contacter à tout moment pour élargir cette discussion-là, Inch'Allah. OK. Merci à vous. Merci à vous. Alors, il y a le formulaire d'évaluation que vous pouvez trouver sur le chat. Si vous pouvez aller cliquer dessus, le forum de discussion, pour remplir, répondre un peu à certaines questions par rapport à l'atelier que vous venez de suivre avec nous. Il est 11h59. Une dernière question avant de se dire au revoir. Bon, s'il n'y a pas de questions, juste Mme Diagne pour dire que je vous ai envoyé un mail avec le BP que je voudrais que vous... D'accord, je vais voir ça tout à l'heure, monsieur. Vous nous avez mis vos contacts? Oui, vous êtes sur le mail, vous avez D'accord. les contacts. C'est bien. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Aminata. Pardon, Merci beaucoup, Madame Diaye. Oui, Madame Diaye, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour la pertinence de votre intervention et surtout également pour la clarté de la présentation. Ça a été très digeste. Donc, nous tenons également à remercier tous les participants de la session de ce jour pour leur présence et espérons également que vos questionnements ont été répondus et que l'organisation de cette session vous a été bénéfique. Donc, juste pour rappel, l'enregistrement de la session sera diffusé dans nos différents canaux de communication. Et le support de présentation de Pilon Group vous sera envoyé à l'issue de l'atelier par mail. Donc, merci de me partager la version PDF, Madame Diaye. Oui, d'accord. Pour que, voilà, merci beaucoup. Donc, juste pour rappel, un formulaire d'évaluation vous a été envoyé pour recueillir vos avis quant au déroulement de cette session. Donc, je vous prie de bien vouloir le remplir. C'est dans le mail. Oui, je vous l'ai envoyé par mail. D'accord, merci. Voilà, merci. Donc, on vous dit à bientôt. Avant de clôturer. Oui. Avant de clôturer, s'il vous plaît. Je voulais avoir l'enregistrement. Comment faire pour obtenir l'enregistrement de cette... Alors, pour l'enregistrement de l'atelier, vous pouvez le trouver dans nos différents canaux de communication, que ce soit sur Facebook, LinkedIn ou même sur YouTube. Ce sera publié là-bas.
Voilà. Donc, merci beaucoup. On vous dit à bientôt pour un autre atelier. Elle s'appelle comment? Vous l'avez titré comment? Des PME officielles. S'il vous plaît. Voilà. Oui. Voilà, Madame Goné. Allô? Voilà, je disais, moi je voulais avoir une orientation à la DPME parce qu'un jour, j'ai signalé ça, mais je n'ai pas reçu encore de suite. La DPME a une fois fait un rapport avec un cabinet de la place, mais après ce cabinet a beau les poursuivre, ils n'ont pas suivi mon dossier. Voilà pourquoi, pour éviter ces choses. Moi, parce que je compte passer là-bas, comme l'a suggéré Mme la formatrice tout à l'heure. Donc, avoir une orientation ou des contacts comme ça, je vais directement. D'accord. Vous pouvez m'envoyer un mail, d'accord, pour une prise en charge de votre dossier. D'accord. Vous pouvez partager votre lettre sur le chat, s'il vous plaît, Mme Dramé. D'accord, je vais le faire, mais normalement, vous l'avez parce que je viens de vous envoyer un mail pour le formulaire. Voilà. Donc, aminata.drame@adupm.sn. C'est bon. Voilà. Donc, merci beaucoup. On vous dit à bientôt pour un autre atelier sous une autre thématique. Allez, au revoir. Merci beaucoup, Madame Beth. Merci à vous. Merci, au revoir. Allez, à la prochaine.